d'apartheid. Nous avons d'ailleurs, toujours dans le même cadre, participé au sein d'une coalition mondiale qui s'est développée suite au rassemblement autour de nos amis des ONG palestiniennes lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU en septembre 2020. Nous avons participé à une semaine d'action au sein de cette coalition mondiale pour interpeller à la fois l'ONU, mais également les États membres de l'ONU pour qu'ils reconnaissent la situation d'apartheid. Voilà, donc nous allons maintenant, et puis dans l'année qui s'est passée, nous avons construit cette campagne et en introduction du lancement de cette campagne le 1er mai, nous avons souhaité rassembler le maximum d'adhérents qui en avaient envie pour partager la manière dont nous allions développer cette sensibilisation de nos concitoyens pour faire avancer la reconnaissance de cette situation d'apartheid. Donc, nous devions recevoir 2 amis de ces ONG palestiniennes qui ont contribué à faire avancer la situation dans les instances de l'ONU. Et nous devions accueillir Nada Awad, qui est membre de l'Institut du Caire pour les droits de l'homme, qui ne peut malheureusement pas être avec nous, mais Rania prend le relais pour intervenir sur les 2 sujets qui devaient être développés ce soir. Donc Rania Mohareb, donc vous la connaissez peut-être certains d'entre vous, de même que Nada, qui est consultante de l'association de défense des droits de l'homme palestinienne Al-Haq et qui est doctorante au Centre irlandais des droits de l'homme. Voilà, donc, alors, suite à l'intervention de Rania, je dirai quelques mots pour présenter notre campagne et puis il y aura bien évidemment après la parole vous sera donnée pour un échange des questions posées à Rania pour approfondir les questions qu'elle aura pu ouvrir. Et puis donc vous pourrez tout au long intervenir dans le chat. Et puis après, eh bien, vous pourrez évidemment aussi lever la main, mais peut-être que déjà de mettre quelques indications dans le chat si vous savez faire. Hein, pour ceux qui ne savent pas trop avec Zoom, vous avez le curseur, si vous baladez votre curseur en bas de l'écran, vous cliquez sur le petit visuel chat et après vous pouvez intervenir. Voilà, donc Rania, la parole est à toi pour nous présenter entre 30 et 40. Donc, la première chose que je devrais dire, c'est que cette réunion tombe très bien. Hier, on avait eu le rapport de Human Rights Watch que vous avez sûrement vu, qui reconnaît pour la première fois de la part de Human Rights Watch au moins que la situation en Palestine, Israël, c'est une situation d'apartheid. Contrairement à d'autres ONG que nous avons vues auparavant, comme par exemple B'Tselem et Yesh Din l'année dernière, le rapport de Human Rights Watch parle de tous les Palestiniens. Donc, il ne parle pas seulement des Palestiniens en territoire palestinien occupé depuis 1967, mais il parle aussi des Palestiniens qui, comme on dit, les Palestiniens de 1948, qui portent la citoyenneté israélienne, et des Palestiniens qui sont réfugiés et en exil, dont le droit au retour est interdit. Donc, c'est très important parce qu'on va parler un peu plus de la question de fragmentation et je sais que c'est quelque chose que la campagne de l'AFPS couvre aussi. Et donc, il faut rappeler d'une part que quand on parle d'apartheid, on parle d'un apartheid qui couvre les Palestiniens le peuple palestinien dans son ensemble. Et je vais donner un peu plus de détails du rapport que nous avons soumis en 2019 et de la campagne que nous menons depuis ce temps-là. Je vais aussi un peu parler de l'importance de cette reconnaissance d'apartheid et de à quoi on peut s'attendre dans les années à venir. Mais j'aimerais faire juste 2 précisions avant de commencer sur ce rapport de Human Rights Watch. La première précision, c'est il faut rappeler, et on l'avait rappelé même avec le rapport de B'Tselem en janvier, que la société civile palestinienne parle d'apartheid depuis très longtemps. Donc, on parle d'une campagne qui n'a pas commencé il y a 2 ans. On parle d'une campagne qui existe depuis une dizaine d'années. Le mouvement BDS, par exemple, en 2004, a commencé à parler d'apartheid israélien et à combattre l'apartheid. En 2009, il y a eu un rapport de la société civile, un rapport à laquelle la société civile a participé, mais ce rapport a été publié par un centre sud-africain.
il avait le soutien du gouvernement sud-africain à l'époque. Donc, ce rapport, il est important, je le rappelle juste maintenant, pour dire que ce rapport de 2009, c'était une étude de 300 pages sur le régime d'apartheid et le concept d'apartheid juridique tel qu'il s'applique dans le contexte palestinien. Donc là, on avait eu cette étude de 300 pages qui était très importante. Et après, en 2011, donc 2 ans plus tard, on a eu le tribunal Russell qui a conclu également qu'Israël commet le crime d'apartheid contre le peuple palestinien dans son ensemble. Et le tribunal Russell avait même confirmé que ce régime d'apartheid s'étend sur tous les Palestiniens et que c'est un système intégré qui opprime tous les Palestiniens où qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire, ça comprend aussi les Palestiniens qui sont en exil et dont le droit au retour est interdit. Et puis, depuis 2011, on a eu beaucoup plus de reconnaissance d'apartheid. Le rapport de Falk-Tilly a déjà été mentionné. C'est un rapport de 2017 que l'ONU avait publié. Ce rapport aussi, il était très important parce que c'est le premier qui reconnaît qu'on a un système de fragmentation, donc une politique israélienne qui fragmente les Palestiniens systématiquement, et que cette fragmentation qui veut dire en gros que les Palestiniens ont des statuts juridiques différents là où ils se trouvent géographiquement, c'est-à-dire qu'on a les Palestiniens qui sont citoyens de l'État d'Israël, on a les Palestiniens qui ont une résidence permanente à Jérusalem, mais comme on va le voir, cette résidence, elle peut être révoquée. Et on a les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza qui subissent la loi militaire israélienne. Et finalement, les Palestiniens qui sont en exil, qui ne sont pas dans le territoire, mais dont le droit au retour est interdit. Et c'est pour ça qu'ils continuent à subir les mêmes politiques israéliennes. Et avec cette reconnaissance de fragmentation dans ce rapport de 2017, il y a eu un changement très important, c'est celui de reconnaître que quand on parle d'apartheid, il est important de parler de ce concept de manière beaucoup plus générale et de ne pas se focaliser seulement sur des zones géographiques en particulier, mais de comprendre un système qui vraiment vise le peuple palestinien dans son ensemble, qui lui interdit l'exercice de droits fondamentaux comme le droit à l'autodétermination, mais aussi le droit au retour, et donc qui contribue à cette oppression généralisée dont les Palestiniens font face. Et avec ça, je tourne au deuxième point que je voulais aborder avant de commencer. Le deuxième point, c'est que en plus de cette action de la société civile, le concept d'apartheid existe depuis bien plus longtemps. Donc, on parle d'un concept qui a été soulevé par les juristes palestiniens, mais aussi les chercheurs depuis même les années 60. Donc, c'est étonnant peut-être, mais c'est un thème qui n'est pas nouveau. Et donc, il faut reconnaître aussi que toutes ces actions qui ont été faites depuis des dizaines d'années, surtout depuis les années 70, quand il y a eu beaucoup de discussions sur la question du sionisme en tant que mouvement raciste. Donc, cette discussion qui aujourd'hui prend place avec cette discussion d'apartheid, elle est très importante et elle nous rappelle aussi que cette reconnaissance qu'on voit aujourd'hui avec Human Rights Watch, c'est la conséquence d'une action beaucoup plus longue que certains la connaissent. Et donc, là, il faut juste reconnaître le rôle que la société civile palestinienne a joué et le rôle du mouvement de solidarité internationale avec la Palestine à cet égard. Et avec ça, je vais commencer juste à expliquer un peu notre analyse juridique et j'espère que ça va être plus ou moins, compréhensible. Et pas trop long, j'espère aussi. Et après, je vais aborder un peu plus la question de la campagne. Donc, je commence en 2019, pas parce que c'est le début de ce concept d'apartheid, mais juste parce que c'est à ce moment-là que nous avons fait un rapport détaillé sur l'apartheid tel qu'il s'applique dans le contexte palestinien. Et cette analyse, nous l'avons soumise à un comité de l'ONU, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Et ce qui est très important, c'est qu'après la revue du comité par le comité d'Israël, le comité avait trouvé qu'il y a des politiques et pratiques d'apartheid et de ségrégation raciale
qui vise le peuple palestinien des deux côtés de la ligne verte. Donc, le CERD n'avait pas parlé des réfugiés palestiniens, je vais en parler un peu plus. C'est dommage parce que le CERD, c'est un des comités qui a parlé beaucoup des droits des réfugiés au retour dans les années, depuis les années 90, par exemple. Et ceci parce que le CERD, donc la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, est une des seules conventions qui parle du déni du droit au retour comme violation de droits de l'homme. Et donc, c'est très important. Et malheureusement, ce n'était pas le cas que le comité avait abordé le droit au retour, mais heureusement, on a eu cette reconnaissance que l'apartheid s'étend non seulement au territoire palestinien occupé depuis 1967, mais aussi aux Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, mais qui subissent des politiques et pratiques semblables. Et ceci est aussi un des arguments du rapport de Human Rights Watch qui a été publié hier. Et donc, je commence plus ou moins au début je vais juste donner une introduction sur le concept d'apartheid en droit international et après, on va l'appliquer dans le contexte palestinien. Donc, très brièvement, l'apartheid en droit international, il est ancré en droit international public et il est interdit de manière absolue. Donc, l'interdiction de l'apartheid et de la discrimination raciale en général, elle est inscrite dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et donc, c'est un principe fondamental du droit international des droits de l'homme que la discrimination raciale et toute autre discrimination soit interdite et de manière absolue. Et dans les efforts de l'ONU d'éliminer la discrimination raciale, l'ONU avait adopté en 1965 cette convention que j'ai déjà mentionnée, la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale. Et cette convention, elle est centrale parce que c'est la première en droit international des droits de l'homme qui interdit explicitement le concept d'apartheid. Ne le définit pas, on va parler de la définition un peu plus, mais l'interdit de manière concrète. Et c'est le même comité qui considère cette convention et qui l'interprète, qui a trouvé donc en 2019 qu'Israël est en violation de cette interdiction d'apartheid. Et donc, on a l'article 3 de cette convention qui dit de manière très concrète, les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Et c'est cet article que le comité avait soulevé plusieurs fois en ce qui concerne les pratiques israéliennes. Il avait soulevé en ce qui concerne le blocus de Gaza, en ce qui concerne l'interdiction du regroupement familial ou de la vie des droits des Palestiniens à une famille. Et il avait soulevé aussi en ce qui concerne la ségrégation en territoire occupé, mais aussi en 1948, en ce qui concerne la colonisation continue. Et je vais parler un peu plus après des pratiques qui tombent sous ce régime d'apartheid. Donc, la définition d'apartheid, elle a été inscrite pour la première fois après plusieurs interdictions, plusieurs condamnations de la part des Nations Unies, de l'Assemblée générale dans les années 60. Donc, on a eu dans les années 70, en 1973, une convention internationale sur l'apartheid. Donc, c'est cette convention qui définit pour la première fois ce que c'est l'apartheid, et je vais en parler. Et après, dans les années à venir, on a eu aussi des condamnations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, en 1976, c'était la première fois que le Conseil le Conseil de sécurité reconnaît que l'apartheid est un crime contre la conscience et la dignité de l'humanité. Donc, le reconnaît comme crime international. Et avec la Convention de 1973, on a une reconnaissance que l'apartheid, ce sont des actes inhumains qui sont commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe et d'opprimer systématiquement celui-ci. Et la Convention, elle explique aussi, elle donne des exemples de ce que c'est cette oppression institutionnalisée systématique. Il parle de déni systématique des droits de l'homme, y compris le droit à la vie, le droit à la santé,
les détentions arbitraires, la torture, le déni du droit au retour, toutes les violations que nous savons relèvent du contexte palestinien. Et avec cette définition, on a eu une reconnaissance que l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. C'était la première fois que l'apartheid est reconnu comme crime contre l'humanité dans un traité. Donc, je parlais d'une des spécificités de la Convention contre l'apartheid, c'est qu'elle donne aux États qui ratifient cette convention une compétence universelle, la compétence de juger le crime d'apartheid dans leurs propres tribunaux. Donc, malheureusement, on a une situation aujourd'hui où il y a près de 100 États, je pense, qui ont ratifié la Convention contre l'apartheid, donc c'est pas mal. Mais la plupart de ces États, ou plus spécifiquement, aucun État en Europe, ni en général les États occidentaux, n'ont ratifié la Convention. Et il y a aussi une raison pour ça, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, les États européens s'étaient abstenus de cette ratification parce qu'ils ne voulaient pas que leurs nationaux soient rendus responsables dans les tribunaux d'autres pays ou qu'eux-mêmes soient coupables d'apartheid de la part de leur complicité dans le régime d'apartheid sud-africain de l'époque. Et donc, ça explique pourquoi la majorité des États européens n'ont pas ratifié la Convention contre l'apartheid. Mais je spécifie encore que l'apartheid est interdit en droit coutumier international. Ça veut dire que même si les États n'ont pas ratifié cette convention, ils ont cette interdiction d'apartheid qui s'applique néanmoins. Et cela est important dans le cas d'Israël parce qu'Israël n'a pas ratifié la convention contre l'apartheid. Par contre, l'État de Palestine a ratifié cette convention dans les dernières années. Donc, ça veut dire qu'au moins, on a l'applicabilité de cette convention en territoire occupé de la part de cette adhésion de l'État de Palestine à ce traité international. Je passe maintenant au statut de Rome, qui est aussi très important. Donc, le statut de Rome, c'est la convention qui établit la Cour pénale internationale et qui définit les crimes dont on peut juger cette Cour. Et donc, le statut de Rome de 1998 interdit l'apartheid comme crime contre l'humanité. Le fait même d'avoir mis l'apartheid dans le statut de Rome, c'est important parce que ça veut dire qu'après la fin officielle en 1994 du régime d'apartheid sud-africain, on a eu une reconnaissance que l'apartheid reste un crime international. Il peut s'appliquer dans d'autres contextes. Et donc, c'est un crime international qui a été inscrit comme crime contre l'humanité dans le statut de Rome. Ça veut dire qu'on n'a plus de doute aujourd'hui à ce que le crime d'apartheid s'applique en dehors de l'Afrique du Sud et en dehors de ce contexte historique dans lequel il est né. Et le statut de Rome, il définit le crime d'apartheid comme acte inhumain commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe et dans l'intention de maintenir ce régime. Le statut de Rome adopte une définition similaire donc, de la Convention contre l'apartheid et on parle de 4 éléments fondamentaux et je vais parler maintenant de ces éléments et de la manière dont ils s'appliquent dans le contexte palestinien. Le premier élément que je vais aborder, qui est important parce que c'est une des questions qui se pose souvent sur l'applicabilité de la Convention d'apartheid, c'est la question de groupes raciaux. Est-ce que les Palestiniens et les Juifs israéliens constituent deux groupes raciaux distincts pour cette définition? Et donc, est-ce qu'on peut appliquer la définition aux Palestiniens et aux Juifs israéliens en tant que groupes différents et distincts? Donc, dans ce contexte, il faut rappeler que le terme race ou racial n'est pas défini en droit international et j'imagine que c'est bien qu'il ne soit pas défini parce qu'on sait très bien que le concept de race est né d'un contexte colonial et d'un contexte où il y avait des théories de race, donc des théories que les êtres humains pouvaient être définis en tant que leur appartenance raciale. Ceci n'est pas le cas et a été réfuté depuis une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, ce qu'on comprend comme race ou groupe racial, c'est un groupe qui a une identité fixe, une identité qui est fixe depuis la naissance,
et donc une identité qui se forme dans un contexte particulier. Et dans le contexte palestinien, on a une reconnaissance déjà dans le rapport Falk-Tilly de 2017 que les groupes raciaux devaient être compris comme concepts plus généraux, des concepts d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique. Tout ça est inscrit dans la Convention contre l'élimination de la discrimination raciale comme des formes de discrimination raciale. Donc, ça peut être discrimination à la base d'ascendance, d'origine nationale ou ethnique. Tout ça, c'est plus ou moins lié au concept de discrimination raciale. Et le terme race, qui n'est pas juridique, on rajoute, est mieux compris comme construction sociale. C'était l'explication de Tilly et de Falk pour dire que dans le contexte idéologique de la Palestine et d'Israël, on a deux groupes qui fonctionnent de manière complètement séparée, qui s'identifient de manière séparée. Et donc, ces groupes, la question n'était pas de savoir si les identités palestiniennes et juives avaient un caractère racial, mais si ces identités fonctionnaient comme des groupes distincts dans un environnement local. Et c'est définitivement ce qu'on peut dire dans le contexte actuel. Et dans ce cas, je rappelle une dernière chose pour parler de ce groupe racial, c'est que la loi israélienne fait aussi distinction sur la base de race. Et donc la loi israélienne, elle fait une distinction importante entre la citoyenneté et la nationalité dite juive. Et c'est ce qui explique la loi de l'État-nation de 2018. Et donc on a une loi israélienne de 1950, c'est la loi du retour, qui définit comme personne juive toute personne née d'une mère juive. Et donc, on a des institutions aussi sionistes, para-étatiques, qui reconnaissent une identité raciale juive dans leurs chartes respectives. Par exemple, le Fonds national juif établit son objectif de bénéficier directement ou indirectement aux personnes de race ou d'ascendance juive. Donc, c'est les termes qu'ils utilisent dans leur charte. Et donc, ça explique également pourquoi on parle de deux groupes raciaux distincts. Le deuxième élément que je vais aborder, c'est le régime, c'est l'élément du régime. Qu'est-ce qui est un régime institutionnalisé de domination et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un régime imposé sur le peuple palestinien? Pour établir s'il y a un régime en particulier qui opprime les Palestiniens, il faut regarder et faire référence aux lois politiques et pratiques israéliennes, ainsi que celles des institutions sionistes comme le Fonds national juif que j'ai mentionné. Il y a une distinction concrète en loi israélienne entre citoyenneté et nationalité. Et cette distinction sert à privilégier les personnes de confession juive, qu'ils soient israéliens ou non. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement la nationalité israélienne. Ils peuvent obtenir cette nationalité à travers la loi israélienne de la part de leur identité juive. Et de cette part aussi, la loi israélienne leur donne un statut de nationalité supérieure. Et c'est donc que la citoyenneté israélienne n'a jamais constitué une base d'égalité de droit. Et c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas de nationalité israélienne, on parle de nationalité juive selon la loi israélienne, selon la loi de l'État-nation du peuple juif, par exemple, de 2018. Je vais aborder très brièvement, mais sans détail, beaucoup de détails, les lois israéliennes qui sont importantes à retenir dans ce contexte. J'ai déjà mentionné la loi du retour de 1950, mais il y a aussi la loi de la citoyenneté de 1952. Ces deux lois contribuent à ces droits exclusifs dont bénéficient les personnes juives en territoire contrôlé par Israël. Et donc, ils peuvent obtenir automatiquement la nationalité, la citoyenneté israélienne, alors que les Palestiniens, comme on le sait très bien, les réfugiés, les exilés et ceux déplacés à l'intérieur du pays, depuis 1948, n'ont pas le droit au retour et ils sont privés de leurs droits fondamentaux. De plus, en 1952, il y a eu une loi sur l'entrée en Israël. Cette loi, avec ces amendements dont on voit, que nous avons vus dans les années passées, accorde un traitement préférentiel aux immigrants juifs, c'est-à-dire pour faciliter et pour encourager la colonisation juive. La loi sur l'entrée en Israël facilite cette immigration. En vertu de la loi du retour, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique seulement aux personnes de confession juive, même s'ils ne sont pas citoyens israéliens.
Et en même temps, la même loi, elle crée un statut précaire pour les Palestiniens de Jérusalem. Donc en 1967, après l'occupation et l'annexion de Jérusalem-Est, les Palestiniens de Jérusalem Israël leur a imposé un statut de résident permanent. Et c'est ce statut qui peut être révoqué. On a vu près de 15 000 révocations de ces résidences depuis le début de l'occupation en 1967. Donc, cette résidence permanente, elle est créée sous la même loi, la loi de 1952. Et cette loi, donc, elle traite les Palestiniens de Jérusalem comme des visiteurs étrangers dans leur propre pays. Et c'est ainsi qu'ils peuvent être transférés de la ville de manière forcée à travers la révocation de leur résidence institutionnalisée. Je donne juste un exemple, mais dans la deuxième partie, qui est celle de Nada, il y a un exemple plus concret sur les révocations. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une politique de centre de vie à Jérusalem. À travers de cette politique, Israël peut révoquer les résidences des Palestiniens si les autorités estiment que ces Palestiniens ne vivent pas à Jérusalem. Alors que pour établir qu'on vit à Jérusalem, il faut beaucoup de preuves. Et donc, même les Palestiniens qui vivent à Jérusalem ont du mal à montrer toutes les preuves qu'on leur demande. Et finalement, je vais aborder une dernière loi qui est importante, c'est la loi de 1950 sur la propriété des absents. C'est une loi très importante à Jérusalem en particulier. On parle aujourd'hui des évictions à Silouan et à Sheikh Jarrah. Donc, dans ce contexte, on a l'application de cette loi de 1950 sur la propriété des absents. De manière très concrète, cette loi, elle a été utilisée pour confisquer les biens des réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens à qui on a interdit le retour. Il y a beaucoup de Palestiniens, je pense près de 5 000 Palestiniens dans les années après la Nakba de 1948, qui ont été tués par les forces israéliennes en essayant de rentrer dans leur village. Et donc, on a une politique qui était très claire d'interdire le retour. Et en même temps, en 1950, cette loi qui disait que les Palestiniens qui n'étaient plus dans le pays, c'est-à-dire ceux à qui le retour était interdit, leurs propriétés pouvaient être confisquées par l'État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a la même application de cette loi pour déplacer les Palestiniens de Jérusalem à travers ce système institutionnalisé. Finalement, et vous avez entendu beaucoup parler de la loi fondamentale de 2018, l'État-nation du peuple juif, il suffit de dire avec ces lois que je viens d'énumérer que le régime institutionnalisé qui accorde aux Palestiniens un statut complètement différent que celui accordé aux Juifs israéliens est en place depuis près de 70 ans, c'est-à-dire depuis la Nakba. Et donc, c'est un système qui n'a pas été créé les dernières années. Ce n'est pas parce qu'il y a une reconnaissance importante ces dernières années de l'apartheid que nous devons continuer à voir que la situation a fondamentalement changé. On parle de causes profondes qui existent depuis 7 décennies et dont les Palestiniens continuent à subir. Et donc, finalement, avec ça, on a établi qu'il y a un régime institutionnalisé, qu'il y a des lois qui donne un traitement préférentiel de manière systématique aux Juifs israéliens, même les Juifs qui ne sont pas israéliens, et en même temps qui interdit aux Palestiniens les droits fondamentaux au retour, à l'autodétermination, et je vais parler des pratiques en particulier maintenant. Donc, c'est le troisième élément du crime d'apartheid, c'est l'oppression systématique. Et cette catégorie, elle n'est pas très difficile à comprendre parce que depuis des décennies, les ONG des droits de l'homme, la société civile documentent les violations des droits de l'homme des Palestiniens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que toutes les violations des droits de l'homme des Palestiniens qui sont commises, je vais énumérer quelques-unes, sont commises dans un contexte plus général. Donc, dans ce contexte général d'apartheid et dans l'intention de dominer les Palestiniens. Et dans ce contexte, on a la question de fragmentation. Je l'ai mentionné au début, je vais la mentionner encore juste parce que c'est très important à comprendre. La fragmentation qui a été reconnue en 2017 est un des outils principaux de l'apartheid israélien. Comment est-ce que ça marche? Ça marche en fragmentant et en séparant les Palestiniens
l'un de l'autre, c'est-à-dire les Palestiniens ne peuvent pas se déplacer partout dans le territoire. Leurs droits sont accordés selon leur statut qu'ils acquièrent à la naissance. Et en même temps, les Palestiniens ne peuvent pas exercer des droits collectifs de la part de cette fragmentation. Donc, le rapport d'Esquire, par exemple, avait reconnu qu'à travers la fragmentation, c'est le rapport Tilly-Falk de 2017, pardon, il avait reconnu qu'à travers la fragmentation, Israël réussit même à obscurcir l'existence de ce régime d'apartheid parce que en fragmentant et en divisant les Palestiniens systématiquement de manière géographique, mais aussi politiquement et juridiquement, on a même ce qu'on ne peut plus voir, c'est qu'il y a une politique généralisée qui s'applique à tous les Palestiniens n'importe où ils se trouvent. Et donc, je vais aborder finalement le dernier point, c'est le dernier élément du crime d'apartheid, c'est l'intention de maintenir ce régime. Donc, non seulement il y a deux groupes raciaux distincts, l'un qui domine l'autre à travers ce régime institutionnalisé et d'oppression, mais finalement qu'il y a une intention de maintenir ce système tel qu'il est. Et donc, quand on parle d'intention de maintenir le régime, il faut se rappeler qu'il y a une série de violations de droits de l'homme des Palestiniens qui empêchent aux Palestiniens, en outre de la fragmentation, de faire face au régime. C'est-à-dire qu'il y a des politiques de répression généralisée, de punition collective, telles que nous les connaissons, le blocus de Gaza, par exemple, la clôture de Jérusalem, qui est aux Palestiniens en Cisjordanie, par exemple, aussi. Donc, en plus des punitions collectives qui sont très nombreuses, et je peux en parler en plus de détails après, on a aussi la torture systématique dans les prisons, documentée depuis bien longtemps. On a les détentions arbitraires des Palestiniens et on a l'usage excessif de la force, donc les meurtres, les exécutions extrajudiciaires des Palestiniens dans le terrain. Je donne un exemple, c'est celui des marches du retour à Gaza dans les années passées. Les marches du retour de Gaza demandaient la levée du blocus de Gaza et la réalisation du droit au retour. Et donc, elles étaient réprimées de manière très, très forte par les forces d'occupation israéliennes parce qu'en fait, elles cherchaient à mettre fin à cette oppression des Palestiniens et à s'adresser aux causes profondes du déni des droits des Palestiniens. Et donc, c'est un des exemples qu'on peut donner pour cette intention de maintenir le régime et d'empêcher les Palestiniens de faire face à ce régime. Et finalement, et je dois mentionner ici que cette dernière violation que nous observons ne s'applique pas seulement aux Palestiniens, mais s'applique de manière générale au mouvement de solidarité. C'est la question de l'intimidation, l'harcèlement et la diffamation de ceux qui travaillent en poursuite de la justice internationale et des droits des Palestiniens. Donc, on a une campagne de silencement qui est menée par le gouvernement israélien, par le ministère des Affaires stratégiques en particulier, mais d'autres ONG gouvernementales israéliennes qui contribuent à ce silencement des Palestiniens et de tous les groupes qui expriment leur solidarité avec la Palestine. Et on sait aussi que la Convention contre l'apartheid de 1973 reconnaît qu'un des éléments du crime d'apartheid, c'est la persécution. Donc, c'est la persécution des ONG et des personnes en les privant de leurs droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d'expression, parce qu'elles s'opposent à un régime d'apartheid. Et donc, à travers ces politiques que nous voyons de manière très claire, on a une intention de maintenir le régime en place. Et je conclue cette partie et après je passe à la campagne de manière plus rapide. Je conclue ici l'analyse juridique en disant que ces dernières années et même hier et ces derniers mois que nous avons vu une reconnaissance continue de l'apartheid et de ce crime d'apartheid tel qu'il s'applique en Palestine. Il y a eu plein d'études sur cette question. L'étude la plus détaillée, c'était celle de 2009 que j'ai mentionnée au départ. Mais il faut se rappeler que ce contexte et cette analyse d'apartheid existe depuis bien plus longtemps. Et donc, nous avons une réalisation que cette situation
est une situation d'apartheid. Ça ne veut pas dire que la situation est devenue une situation d'apartheid ces dernières années parce que nous l'avons reconnue telle qu'elle est. Ça veut dire que ce système existe et que ce sont nous, la société civile, ou les ONG israéliennes, par exemple, et Human Rights Watch, qui ont dépassé ce stade de reconnaissance et maintenant aussi admettent ce que les Palestiniens disaient depuis des décennies, que cette situation est bien une situation d'apartheid. Et cela est important parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance continue. Je vais en parler dans le contexte de la campagne. Et ça veut aussi dire qu'on peut maintenant passer au deuxième stade, c'est celui des actions qu'il faut mener contre l'apartheid et non seulement la reconnaissance que cet apartheid existe. Et avec ça, je vais passer à la deuxième partie, c'est celle de la campagne. Donc, après 2019, après la reconnaissance du SARD qu'il y a des politiques d'apartheid des deux côtés de la ligne verte, on a mené et on a commencé une campagne plus systématique sur l'apartheid avec Al-Haq, des ONG partenaires, en particulier l'Institut du Caire où Nada travaille. Donc, Nada aurait couvert cette partie, mais je vais essayer d'en parler rapidement et je peux parler de plus de détails dans la discussion après. Donc, il faut rappeler dans ce contexte de la campagne que l'intérêt de la campagne, c'est d'une part la reconnaissance d'apartheid, c'est de faire comprendre l'analyse que j'ai mentionnée, comment est-ce que cette analyse s'applique dans le contexte palestinien, comment est-ce qu'elle s'applique sur tous les Palestiniens, n'importe où ils se trouvent, de la part de ce régime institutionnalisé et des lois israéliennes telles qu'elles s'appliquent aux Palestiniens. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la question n'est pas seulement de savoir quel régime juridique s'applique en Palestine ou lequel est le mieux pour s'appliquer ici. On a déjà, par exemple, le droit international humanitaire où les pays tiers ont des responsabilités de mettre pression sur Israël afin de respecter le droit international. Et on sait aussi que de la part de son interdépendance économique avec l'Europe, de simples sanctions économiques pourraient avoir un impact sur Israël pour qu'il se conforme au droit international. Alors, pourquoi est-ce que nos organisations, Al-Haq, l'Institut du Caire et d'autres ONG palestiniennes appellent à la reconnaissance du régime d'apartheid israélien sur tous les Palestiniens? On va donner un exemple, celui de la révocation de résidence, pour illustrer un peu le contexte actuel ou l'analyse actuelle et ses limites en abordant l'évaluation des droits de l'homme palestiniens. Donc, quand je parle de la révocation de résidence, on a travaillé depuis longtemps sur la révocation des résidences à Jérusalem, qui est considéré comme crime de guerre selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et donc, c'est un crime de guerre parce que ça s'applique dans le contexte de territoire occupé, Jérusalem-Est étant occupé depuis 1967. Mais si l'on prend le cas d'un Palestinien, Omar Barghouti, que vous connaissez très bien, qui a subi la même politique de révocation de résidence ou on lui a menacé de révoquer sa résidence il y a plusieurs années, sauf qu'il n'habitait pas à Jérusalem, il habitait à Saint-Jean-d'Acre. Et c'est-à-dire que dans ce contexte, le droit international humanitaire ne s'applique pas parce que le territoire n'est pas considéré comme occupé, alors que c'est la même politique qui s'applique. Et de la même manière, on a les Palestiniens qui portent la citoyenneté israélienne, qui subissent des politiques très similaires à celles qui sont commises en territoire occupé, telles les démolitions de maisons des Palestiniens qui contribuent à leur déplacement interne, mais aussi la colonisation continue qui les prive de leur droit à la terre et aux ressources naturelles. Et donc ça, c'est une situation que nous voyons existe des deux côtés de la ligne verte, c'est-à-dire que c'est absurde de parler de violation d'un côté de la ligne verte comme étant interdit et de l'autre côté de la ligne verte comme étant comme étant possible et légal. Donc, c'est une des situations qui nous permettent de voir comment la séparation de la politique israélienne de la part de la ligne verte
est non seulement absurde, mais aussi très arbitraire. Et ça veut dire que la loi ne nous aide pas à protéger les Palestiniens de politiques qui devraient être illégales et dont la reconnaissance devrait être accordée. Et donc, je parle maintenant de l'objectif de notre campagne, ce que nous essayons de faire. Nous essayons de mettre en avant la question de fragmentation et de la dépasser, parce qu'à travers la fragmentation, on a le maintien continu du régime d'apartheid sur les Palestiniens. Et donc, on doit parler de la continuité historique. Et on doit parler des politiques israéliennes, non seulement des dernières années, mais aussi celles qui ont été mises en place depuis la Nakba et jusqu'à aujourd'hui. On a aussi l'intérêt de changer le discours sur la situation sur le terrain, un discours international qui, pour l'instant, se focalise surtout sur la question politique, donc sur la question de solutions politiques, alors que nous, on aimerait bien se focaliser et centrer le cadre des droits des Palestiniens à l'autodétermination et au retour. Et donc, en centrant les droits des Palestiniens, on essaie un peu de dépasser ce stade où on parle seulement de solutions politiques au détriment des droits des Palestiniens, et alors que la situation sur le terrain continue à se détériorer. Et c'est ainsi que ce que nous essayons de faire, c'est de changer l'approche de la question, et on essaie de décrire la situation comme elle est sur le terrain. Donc, le problème, c'est que si on décrit la situation comme un conflit qui doit être résolu par les parties du conflit, ce qu'on a vu les dernières décennies, c'est-à-dire qu'on met les parties au conflit à pied d'égalité, ce n'est pas seulement une approche erronée, mais c'est aussi une approche qui oublie et qui détourne les causes profondes que j'ai déjà mentionnées. Et ces causes profondes sont les raisons pour lesquelles le peuple palestinien ne peut pas exercer ses droits fondamentaux. Un siècle de colonisation continue, la domination raciale sur les Palestiniens, l'oppression systématique à travers le déni des droits. Et donc, c'est cette réalité que nous essayons de mettre en avant aujourd'hui avec la campagne. Et le travail de la société civile est aussi important parce qu'il est important de changer un narratif erroné, ce qui est permis par la caractérisation juridique de la situation d'apartheid envers les Palestiniens. Et ça nous permet d'adresser des politiques israéliennes qui visent tous les Palestiniens en dépassant cette fragmentation et non pas les catégories séparées de Palestiniens dans les contextes géographiques où ils se trouvent. Finalement, la reconnaissance de cette réalité permet de se mobiliser pour réaliser l'objectif de démanteler le régime d'apartheid, un régime de domination et d'oppression contre le peuple palestinien dans son ensemble, et non pas de combattre seulement les violations des droits humains individuels de manière déconnectée les uns des autres. Et donc, je conclue très rapidement avec les succès de la campagne et après, on peut ouvrir le débat. Les succès de la campagne sont très importants, même si on ne parle pas d'une période très longue, mais on voit une reconnaissance continue au niveau des Nations Unies du régime d'apartheid. Après 2019, avec le CERD, on avait une reconnaissance en juin l'année dernière, 2020, de la part de 47 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, c'est-à-dire des experts de droits de l'homme de l'ONU, qui avaient reconnu que l'annexion ne ferait que cristalliser une réalité d'apartheid qui existe déjà. Donc, c'était une reconnaissance énorme que nous n'avons jamais vue de la part des rapporteurs spéciaux. Et depuis, on a vu aussi une mobilisation très importante de la société civile. On a eu des appels au Conseil des droits de l'homme, mais aussi à l'Assemblée générale l'année dernière. Et c'est des appels qui vont continuer cette année aussi avec l'Assemblée générale. Et en gros, la demande de la société civile palestinienne et régionale, elle comprend plusieurs choses. La première, c'est la reconnaissance qu'il y a un régime d'apartheid. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu plusieurs pays dans le Conseil des droits de l'homme, depuis que nous menons cette campagne, qui reconnaissent qu'il y a un apartheid sur les Palestiniens. Et de manière très importante, ces pays comprennent l'Afrique du Sud, la Namibie, qui ont connu l'apartheid eux-mêmes, ainsi que le Pakistan et la Palestine.
Donc, la mission de la Palestine à Genève reconnaît également qu'il y a un apartheid sur les Palestiniens. Et finalement, notre demande concrète des Nations Unies, c'est la reconstitution de mécanismes spéciaux des Nations Unies qui existaient avant la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud, comme le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en mars, donc le mois dernier, au Conseil des droits de l'homme, on a eu la première déclaration d'un des États membres du Conseil, la Namibie, qui avait demandé, qui avait fait nos appels dans sa propre déclaration aux membres du Conseil. Et donc, qui avait aussi demandé à ce que ce comité spécial des Nations Unies sur l'apartheid soit reconstitué pour qu'il puisse s'adresser à l'apartheid qui vise les Palestiniens. Et donc, c'est un des succès que nous voyons aujourd'hui. Finalement, on voit d'autres reconnaissances qui continuent, comme le rapport hier de Human Rights Watch, comme les rapports des ONG israéliennes qui commencent à reconnaître cette réalité, même si c'est d'une manière incomplète qui ne touche pas à tous les Palestiniens, n'importe où ils se trouvent. Mais ça veut dire que la reconnaissance d'apartheid existe, elle est importante et elle continue. Et ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il faut continuer maintenant à discuter des actions qu'il faut prendre pour démanteler ce régime. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que société civile et quelles actions est-ce qu'on peut mener pour soutenir ces appels que nous voyons au niveau des Nations Unies, mais aussi pour convaincre la société civile internationale à rejoindre cette campagne. Et donc, ça me fait très plaisir de parler de ce thème aujourd'hui avec, je pense, plus de 100 personnes. Donc, c'est très motivant. Et je vous remercie aussi d'avoir organisé cette conférence. 200, je vois presque. Donc, c'est très excellent. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je sais que Anne, tu vas parler maintenant de la campagne de la FPS qui nous inspire beaucoup parce que c'est très important pour nous de voir comment ce discours continue à évoluer. En fait, bon, merci beaucoup, Rania. Je pense que nous avons beaucoup appris en t'écoutant sur les tenants et les aboutissants à la fois du régime d'apartheid et de la campagne. En fait, c'est plutôt vous qui nous inspirez que l'inverse. Et donc, je pense que maintenant, après avoir entendu Rania, personne ne sera étonné de voir quel est le slogan que nous avons inscrit sur notre banderole. Bien sûr, quand nous écrivons reconnaître l'apartheid, il ne s'agit pas d'une reconnaissance positive, mais que ce terme, ce concept soit reconnu pour ce qu'il est. Et donc, vous avez à l'écran qui s'affiche donc cette belle banderole qui nous a été dessinée par un graphiste militant qui s'appelle Fred Sochard. Et Fred nous a aussi dessiné le visuel que vous voyez en haut à droite de la banderole. Et ce visuel veut montrer la fragmentation du peuple palestinien, mais un peuple debout, un peuple qui résiste et un peuple qui demande que l'apartheid soit reconnu, et pas juste pour le reconnaître, mais comme nous le précisons en bas de la banderole, pour le combattre et pour l'éliminer. Et donc, l'objectif de notre campagne, dans un premier temps, c'est que la France reconnaisse qu'Israël soumet le peuple palestinien dans son entier à un régime d'apartheid et que la France porte ce message à l'ONU, comme Rania vient de le spécifier. Donc, pour cela, nous devons, dans un premier temps, aller à l'encontre de la société civile française pour les convaincre, pour les persuader de ce régime d'apartheid. Et c'est pour cela que nous avons conçu un certain nombre d'outils dont vous pouvez voir certains à l'écran. Hein. Donc, cette banderole qui devrait normalement fleurir dans un certain nombre, dans beaucoup de manifestations samedi pour le 1er mai. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le 1er mai pour lancer notre campagne, mais c'est parce qu'on s'est dit que ça serait une manière de faire fleurir nos banderoles un peu partout en France. Et puis donc les groupes locaux, hein, pour cette première quinzaine d'actions, ont pu commander des tracts, des dépliants dans lesquels nous avons tenté, nous espérons avoir réussi, d'expliquer de la manière la plus concise possible à la fois
qu'était ce régime d'apartheid de manière juridique sur le terrain, et puis nos revendications vis-à-vis du pouvoir français et de nos autorités. Vous avez aussi en bas à droite, vous voyez la carte postale que nous avons écrite et que nous allons proposer dans la rue à partir du 1er mai à la signature pour envoyer au président de la République. Nous avons choisi quatre photos qui illustrent des situations d'apartheid. Bien évidemment le mur, bien évidemment la colonisation, bien évidemment et malheureusement les destructions de maisons à Jérusalem, et bien évidemment les punitions collectives en prenant l'exemple des bombardements à Gaza. Donc voilà, une campagne qui va démarrer, on l'a dit, le 1er mai. Hein. Nous avons déjà envoyé aux groupes locaux 30 000 tracts. Nous avons dû faire un retirage. Les tracts ont été beaucoup demandés. Donc il reste maintenant à partir pour les distribuer, à aller convaincre la société civile. Et puis, donc, voilà pourquoi nous avions fait cette conférence. Beaucoup de questions, probablement beaucoup de notes que vous avez pu prendre. Vous devriez trouver beaucoup de réponses à vos questions sur le site de la FPS. Donc là, nous allons vous montrer, nous avons fait une rubrique dédiée à notre campagne reconnaître l'apartheid. Donc ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Et donc pour cela, il faut aller sur l'onglet. Voilà, on va y être. Voilà, vous voyez la page d'accueil de la FPS. Donc, il faut aller sur l'onglet mobilisation. Ensuite, vous cliquez sur campagne. Et puis, vous avez la liste des campagnes de la FPS et vous avez la campagne reconnaissance de l'apartheid. Et ici, vous trouverez un texte qui présente la campagne et après plein de liens pour vous rendre sur les différentes explications. Par exemple, vous voyez un groupe racial, on explique ce qu'a expliqué Nada tout à l'heure, et Rania, pardon, tout à l'heure. Et puis, vous avez tout un tas de liens pour aller vers plus d'explications, pour approfondir les différentes questions que nous avons. Par exemple, voilà, ici, vous retrouvez ce que les différentes étapes vers la reconnaissance de l'apartheid. Donc tout à l'heure, Rania parlait de 2009 et la société civile palestinienne qui avait présenté tout un rapport. Vous avez le tribunal Russell, le rapport Tiley Falk, etc. Et à la fin, nous avons aussi indiqué le dernier en date hier, le rapport de Human Rights Watch, et nous espérons pouvoir agrandir la liste. Il y a de nombreuses ONG internationales qui vont venir contribuer à la reconnaissance de l'apartheid. Voilà, donc ça, ce sont les grandes lignes de notre campagne. Nous allons maintenant vous laisser la parole. Je peux déjà retranscrire à Rania avant que certains se posent des questions directement. Nous avons une question de quelqu'un qui connaît très bien la question des Bédouins dans le Nakab, quelqu'un qui y va souvent, je la salue d'ailleurs. Grâce à elle, j'ai pu faire la connaissance de ce qui se passe, découvrir ce qui se passe là-bas. Et sa question est de savoir si les Bédouins du Nakab sont considérés, d'après toi, Rania, comme des Palestiniens faisant partie des Palestiniens victimes et discriminés par l'apartheid israélien. Voilà, ça c'est une première question. Après, alors, il y a une question de quelqu'un qui nous demande si on pourra avoir la liste de l'ensemble des lois discriminatoires. Donc déjà, une grande partie de ces lois discriminatoires, tu pourras en retrouver la liste sur la page du site. Hein, Aladine, je crois que c'est toi qui as posé la question. Voilà. Et puis après, eh bien, écoutez, on va voir la suite des questions, mais si tu peux déjà parler, juste ça permet de parler de la situation des Palestiniens de 48, les Palestiniens du Nakab. Oui, absolument. Et je vais aborder la deuxième question avant, c'est celle des lois discriminatoires. Juste pour dire rapidement, il y a une
Moi, j'ai cité quelques lois, mais il y en a une centaine, pas une centaine, peut-être une soixantaine de lois discriminatoires israéliennes qui visent les Palestiniens. Et l'ONG qui a fait le plus de travail sur cette question, c'est Adala, une ONG de Palestiniens de 48. Donc, ça tombe très bien, ils connaissent très bien les lois qui s'appliquent. Et ils ont normalement sur leur site toute une liste de ces lois. Donc, je peux regarder même si on peut envoyer un lien de cette liste. Rania, je m'excuse de te couper, mais j'ai oublié d'expliquer aux gens comment on fait pour demander la parole. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, donc si vous allez, avec votre curseur, vous allez en bas de l'écran et vous avez un endroit où il s'affiche participant. Vous cliquez sur participant et quand vous avez à ce moment-là une fenêtre qui s'ouvre à droite et parmi tous les petits logos, vous avez une petite main bleue. Donc, vous voyez, moi, je vais cliquer sur la petite main bleue et hop, ça veut dire que j'ai demandé la parole. Donc, je vais décliquer parce que de toute façon, la parole, je l'ai. Donc, voilà, vous cliquez sur la petite main bleue et comme ça, vous demandez la parole. Et quand ça sera votre tour, Julie, qui est aux manettes, débloquera votre micro ou vous demandera de débloquer, vous indiquera que vous devez débloquer votre micro pour parler. Donc, ça s'affiche au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais vous pouvez continuer aussi à poser des questions sur le chat. Excuse-moi, Rania, tu peux y aller. Non, non, c'était une précision importante et donc c'est bien parce qu'on va avoir beaucoup de questions. Je vais aborder la question sur le Naqab et les Palestiniens bédouins du Naqab. Et je rappelle juste, d'une part, on a eu un événement hier, un webinaire d'Al-Haq et d'autres ONG palestiniennes sur la question d'indigénéité, donc du peuple palestinien. Est-ce que le peuple palestinien est autochtone ou non? C'est une reconnaissance que la société civile palestinienne a faite. Heureusement, que les Palestiniens, c'est un peuple autochtone, donc c'est un peuple qui a des droits à la terre, des droits aux ressources naturelles. Et les Bédouins, ce sont des Palestiniens, qui ont un style de vie particulier qu'ils pratiquent, en particulier dans le Naqab, mais aussi en Cisjordanie, où ils se trouvent en tant que réfugiés du Naqab. Donc, il faut rappeler que les Bédouins qui sont en Cisjordanie, c'est des Bédouins du Naqab, des Bédouins palestiniens. Nous, on dit Palestiniens bédouins ou Bédouins palestiniens, pour juste mettre le point sur le fait que ce sont des Palestiniens, ils font partie du peuple palestinien, une partie intégrale. Et donc, les politiques qu'ils subissent, absolument, ce sont des politiques d'apartheid. Ils subissent des politiques très similaires à celles que nous voyons aujourd'hui en Cisjordanie. Donc, quand on regarde dans la zone C de la Cisjordanie, les démolitions de maisons, les confiscations, la planification urbaine discriminatoire qui ne permet pas aux Palestiniens de construire et qui leur démolit leurs maisons, c'est la même politique que nous voyons aujourd'hui dans le Naqab. Mais le Naqab, c'est un des exemples parce qu'il faut rappeler que les démolitions que les Palestiniens subissent existent ailleurs aussi en 1948. Donc, le rapport de Human Rights Watch, et ça c'est très important, parle aussi des Palestiniens dans le nord du pays. Il parle de plusieurs zones où les Palestiniens se trouvent. Je pense qu'il parle de Nazareth, il parle d'autres villes de 1948 où les Palestiniens subissent ces mêmes politiques. D'une part, le déni du droit au retour pour ceux qui sont déplacés à l'intérieur du pays. D'autre part, la colonisation continue qui contribue au déplacement des Palestiniens à travers ces démolitions que nous voyons de manière très prononcée dans le Naqab. Mais d'autre part, aussi le fait qu'ils ne peuvent pas résider dans la majorité des villes dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a près de 600 villes au village où les Palestiniens ne peuvent pas habiter parce que ce sont des villages créés pour la colonisation juive, donc pour l'intérêt de cette colonisation. Et je rappelle, parce que je ne l'avais pas fait au départ, que un des articles de la loi de l'État-nation du peuple juif de 2018 parle de la colonisation comme valeur nationale. Donc, nous savons très bien que la colonisation en droit international est interdite, elle constitue même un crime de guerre quand c'est un territoire occupé. Mais ce que ça veut dire, c'est que la loi constitutionnelle israélienne reconnaît aujourd'hui une pratique qu'elle avait déjà adoptée depuis une dizaine d'années, que la colonisation, qu'elle soit à l'intérieur du territoire occupé
ou à l'intérieur de la ligne verte, ça a une valeur nationale. Et donc, la ségrégation contre les Palestiniens, la ségrégation raciale qui interdit aux Palestiniens d'habiter dans certaines parties du territoire ou qui les vise pour les déplacements, comme on voit dans le Naqab, c'est une valeur que la constitution israélienne promouvoit aujourd'hui. Et donc, ça nous montre très bien que le cas des Palestiniens bédouins au Naqab, comme des Palestiniens de 48 ailleurs, est la même que celle que des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, avec des différences notables dont on peut parler aussi au niveau des politiques israéliennes. Mais ce qui nous concerne, c'est que l'intérêt, le régime d'apartheid et l'intention de maintenir ce régime s'applique à tous les Palestiniens, n'importe où ils se trouvent. Donc, je vois que nous avons une personne qui a demandé la parole directement, donc je propose qu'on lui donne la parole et puis après, il y aura de nouveau des questions du chat. Donc, Jacqueline, il faudrait donner la parole à Jacqueline. Tu peux y aller, Jacqueline. D'abord, merci pour cet exposé formidable, Rania. C'était vraiment très instructif et dans un français impeccable. Voilà, moi, ma question concerne deux choses. D'abord, pour l'efficacité de la campagne en France, est-ce qu'on a envisagé quand même de travailler dans le cadre de la plateforme des ONG pour la Palestine et avec pression la plus forte possible sur notre cher gouvernement et sur celui de l'Union européenne, qui sont absolument désespérants tous les deux. Et l'autre question alors était, vous n'avez pas parlé du tout de l'enquête de la CPI, du tribunal pénal international, qui me semble être complètement en rapport avec ce travail sur le combat contre l'apartheid. Comment peut-on lier les deux de la manière la plus constructive possible? Merci. Je vais te laisser répondre d'abord, Rania, puis je répondrai après sur la question de la campagne française. Absolument. Merci beaucoup, Jacqueline. Et je suis contente que vous avez soulevé la CPI parce que c'est effectivement très important. Et ce n'est pas exprès que je n'ai pas mentionné la Cour, c'était juste que je parlais un peu plus de l'ONU de manière générale. Donc, la CPI, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que d'une part, l'ouverture de l'enquête, c'était le mois dernier, c'était en mars, n'est-ce pas? Et avant, en février, on avait la reconnaissance de la Chambre préliminaire 1 de la Cour, que la Cour avait la compétence de juger les crimes internationaux en Palestine. Donc, c'est deux reconnaissances très, très importantes. Ce que ça veut dire, c'est que d'une part, la Cour a la compétence de juger le crime d'apartheid. Pour l'instant et dans les dernières années, c'est-à-dire depuis 2015 en particulier, parce que c'est la date à laquelle l'État de Palestine avait accédé au statut de Rome, donc à la Cour pénale internationale. Donc, depuis cette période, donc c'est pendant 5 ans que la procureure de la Cour avait mené son enquête préliminaire. Elle avait spécifié quelques crimes qui auraient la priorité dans une enquête. Ces crimes comprennent la colonisation, c'est-à-dire le transfert de population, le transfert des Palestiniens, mais aussi des colons israéliens en territoire occupé. C'est une des priorités qui a été mentionnée. D'autres priorités comprennent les attaques militaires israéliennes sur la bande de Gaza de 2014. J'espère aussi qu'on va parler des marches du retour de Gaza, les meurtres des Palestiniens pendant les marches du retour, mais aussi l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques. Et dernièrement, la procureure avait aussi fait le point de mentionner les crimes suspects ou les crimes potentiels qu'aurait commis l'autorité palestinienne ou les forces du Hamas en territoire occupé. On parle de tirs de roquettes de la part de Hamas et on parle aussi de torture systématique dans les prisons palestiniennes.
Donc, ce dernier point, il est intéressant parce que la torture systématique dans les prisons, on sait très bien que cette torture est documentée depuis très longtemps dans les prisons israéliennes. Pourtant, la procureure n'a pas mentionné la torture dans les prisons israéliennes, elle a mentionné la torture dans les prisons palestiniennes. Et ce qui est intéressant, c'est que elle l'avait mentionné dans un rapport annuel après un rapport de Human Rights Watch sur cette question. Donc, Human Rights Watch avait fait un rapport, un grand rapport, je pense que c'était en 2017, sur la torture de la part d'autorités palestiniennes dans les prisons palestiniennes. Et après ce rapport, qui sûrement est arrivé à la Cour pénale internationale, la procureure avait indiqué dans un rapport annuel qu'elle regardait aussi et qu'elle allait peut-être enquêter cette question de torture. Donc, hier, j'ai entendu une interview d'un juriste très connu, William Schabas, qui parlait de ce rapport de Human Rights Watch. Et on lui avait demandé si la Cour pénale allait prendre ce rapport de manière sérieuse ou non. Et sa réponse, pour moi, au moins, elle était étonnante parce que jusque-là, l'apartheid n'a pas été une des priorités de la CPI. Sauf que lui, il avait dit que non, le rapport de Human Rights Watch pouvait bien changer les choses. Et je pense que c'est une marque très importante. Ça veut dire qu'on va peut-être voir, avec cette reconnaissance continue, une pression sur la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête vraiment le crime d'apartheid. Et la dernière chose, c'est que le crime d'apartheid en tant que crime n'a jamais été jugé. Et c'est peut-être étonnant, sauf que dans le cas de l'Afrique du Sud, il n'y a pas eu de jugement sur le crime d'apartheid en tant que crime international. Et donc, il n'y a jamais eu aucun jugement sur ce crime, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au niveau national ou international. Et donc, avec la CPI, on a la première plateforme où on peut vraiment parler d'enquêter ce crime pour la première fois, donc c'est très historique, et ça pourrait bien contribuer à changer les choses sur le terrain. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que je suis d'accord. Et nous, on mène aussi un travail juridique au niveau de la CPI avec les ONG des droits de l'homme palestiniennes, Al-Haq, le Centre palestinien des droits de l'homme à Gaza, Al-Mizan et Al-Damir à Gaza aussi. Donc, ces 4 ONG travaillent depuis 2015 avec la Cour. On a envoyé des centaines, même des milliers de pages d'évidence de crimes commis contre les Palestiniens, y compris sur cette question d'apartheid. Et avec cette reconnaissance que nous voyons aujourd'hui, on va peut-être commencer à avoir une réponse de la part de la procureure si elle va prendre ce crime au sérieux et si elle va vraiment enquêter ce crime. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut indiquer que la société civile joue un rôle très, très important en ce qui concerne la priorité de l'apartheid et de mettre ce crime en avant. Merci Rania. Donc, merci aussi Jacqueline d'avoir parlé de la plateforme parce que j'aurais dû le faire en introduction et j'ai oublié. Donc, effectivement, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, dont la FPS est membre, a engagé depuis quelques mois un travail sur cette question. D'ailleurs, nous avons travaillé dès le début avec Rania et Nada également. Le propre de la plateforme est qu'elle est composée d'une quarantaine d'organisations dont l'objet essentiel pour la plupart n'est pas la Palestine et dont un certain pour lesquelles toutes ne sont pas arrivées au même niveau de réflexion. Donc, nous avions encore une réunion ce matin avec les associations membres de la plateforme et nous, chacune de son côté, a abordé la réflexion en interne et nous allons nous orienter vers une prise de position de la plateforme d'ici quelques mois. Nous espérons, nous, à FPS, que la position sera d'adopter le cadre de l'apartheid. Nous pensons que c'est en bonne voie, mais bon, vous pensez bien que des grandes ONG comme le CCFD ou le Secours catholique ou la LDH, c'est des organisations qui ont des modes de décision qui sont les leurs et chacune a le sien et nous respectons l'agenda de chacune.
nous avons souhaité, il nous semblait plus possible d'attendre plus longtemps pour lancer notre campagne et forcément tout ça sera en parfaite adéquation puisque nous sommes un des membres de la plateforme. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, puisqu'il était question de la plateforme, il y a une question de notre ancienne présidente de la plateforme qui donc remercie Rania et qui interroge la FPS sur la FPS aurait fait une impasse dans sa campagne sur la question des réfugiés. Donc non, absolument pas. La FPS ne fait aucune impasse et encore moins sur la question des réfugiés. Donc là, nous vous avons mis à l'écran. Bon, c'est un peu flou, mais la carte que nous publions de la fragmentation du peuple palestinien, telle que l'a développée Rania tout à l'heure, hein, et vous avez bien les Palestiniens d'Israël, qui sont, vous avez ensuite les Palestiniens de territoires occupés Gaza et Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem et les réfugiés ou en exil. Ça, c'est pour la carte. Nous considérons bien évidemment que les réfugiés font partie de ces peuples palestiniens fragmentés. Et si quand vous aurez ou si vous avez ouvert, parce que vous en avez reçu un format électronique, le dépliant sur lequel que nous allons proposer dans notre campagne, nous avons un onglet qui s'appelle Concrètement. Et la première ligne de cet onglet, c'est déni du droit au retour des réfugiés et des Palestiniennes et Palestiniens et des déplacés à l'intérieur d'Israël, parce qu'il y a aussi ces personnes qui sont discriminées. Voilà, donc bien évidemment, quand nous citons les lois, la loi qui dénie le droit au retour, la loi israélienne qui dénie le droit au retour aux Palestiniens est complètement inclus là-dessus. Non, aucun problème, contrairement au rapport de B'Tselem, nous considérons absolument que la question, les réfugiés font partie des Palestiniens victimes de l'apartheid. Alors, il y avait une question dans le chat justement à ce sujet. J'espère avoir répondu à la question de Claude. Il y avait une question dans le chat au sujet justement du rapport de B'Tselem et on nous demande si tu peux développer un petit peu justement ce que tu trouves d'insuffisant dans le rapport de B'Tselem. Donc le rapport de B'Tselem. Et puis, attends, je vais te dire 2-3 autres questions. Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour de la solution à un État, 2 États. Donc, elles sont posées de manière un peu différente, mais savoir voilà, comment est-ce que les choses peuvent s'articuler par rapport à la question un État, 2 États. Et puis, une autre question, j'avais l'impression que tu y avais répondu tout à l'heure, mais on demande des précisions. Est-ce que le fait d'aborder la question des violations des droits humains, de la colonisation, de l'occupation, est-ce que ça n'éloigne pas la question de la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien? Voilà, je crois que déjà avec ça, tu as déjà de quoi faire. Okay. Je commence avec une précision sur le droit au retour aussi parce que c'est important. La définition d'apartheid que j'avais mentionnée au départ n'a pas de critères géographiques et je pense que c'est un point qu'il faut vraiment, dont il faut se rappeler parce que s'il n'y a pas de critères géographiques pour l'application de cet apartheid, ça veut dire que les Palestiniens qui subissent l'oppression systématique, donc je répondais à la question de B'Tselem pour dire que nous avions eu des discussions avec B'Tselem avant qu'ils publient leur rapport. Et dans nos discussions, on avait abordé plusieurs points. Le premier point le plus important, c'était celui des réfugiés, que le rapport de B'Tselem n'avait pas abordé les réfugiés palestiniens, que pour nous, c'était essentiel parce que ça fait partie de l'idée de la fragmentation, qu'il ne suffisait pas de parler des 2 côtés de la ligne verte seulement, mais aussi pour décoloniser la situation en Palestine, il faut mettre fin à l'oppression des Palestiniens qui sont réfugiés en leur donnant le droit au retour à leurs biens et leurs propriétés et leur terre d'origine. Et donc, c'est un des points les plus fondamentaux et c'est pour ça que le rapport de B'Tselem est très problématique à cet égard. C'est important que B'Tselem reconnaisse l'apartheid, mais nous, on aurait aimé voir une reconnaissance plus importante
qui s'applique à tous les Palestiniens, et c'est ce que nous leur avions dit avant qu'ils publient le rapport. Malheureusement, ça recommence. Ah, ça y est, c'est bon, tu es revenue, Rania, tout va bien. Ok, désolé. Oui. Donc, un deuxième point que nous avions soulevé avec B'Tselem, que je n'ai pas beaucoup mentionné dans la présentation, mais qui est important aussi, c'est le rôle des organisations sionistes, comme le Fonds national juif, l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale. Donc, ces organisations, ce sont des organisations para-étatiques. On avait déjà mentionné au départ qu'elles ont des chartes qui discriminent de manière explicite contre toute personne qui n'est pas de confession juive, c'est-à-dire que leur charte bénéficie les personnes de confession juive exclusivement dans l'accès aux terres, à la terre, aux ressources naturelles, à l'eau par exemple. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ces institutions jouent un rôle essentiel dans la colonisation parce que, par définition, ces institutions ne permettent pas l'utilisation de terres et de propriétés et de ressources naturelles de la part de personnes non juives, c'est-à-dire les personnes palestiniennes. Et nous, on avait soulevé la question du sionisme avec B'Tselem parce que pour nous, ce n'est pas un hasard que la situation aujourd'hui est décrite comme apartheid, mais ça découle d'un système racial qui s'inscrit dans l'idée même du sionisme. Et je rappelle alors que dans les années 60, en 1965, il y a eu un rapport important, c'était un livre même d'un chercheur palestinien qui s'appelle Faiz Saïr. Je peux même envoyer un lien parce qu'il est en ligne. Donc, ce rapport s'appelle la colonisation sioniste en Palestine. Et ce rapport écrit en 65, c'était avant l'occupation en 67, mais qui parlait du concept de la colonisation sioniste comme concept racial. Et donc, il indiquait même déjà à l'époque que la colonisation sioniste prenait la forme d'un apartheid, même alors qu'à l'époque, dans les années 60, on n'avait pas de définition d'apartheid, mais ce qu'il avait dit, il avait fait une comparaison avec l'Afrique du Sud et il avait dit que le concept même de ce projet sioniste, c'est un concept racial, d'exclusivité raciale et de ségrégation raciale. Et donc, pour nous, on avait abordé ça avec B'Tselem. C'était difficile pour eux de faire face à ces arguments parce que on sait très bien que les organisations israéliennes comme B'Tselem et Yesh Din sont jusque-là, jusqu'à ce qu'ils disent le contraire, sont des organisations sionistes. Et donc qui ne se sont jamais opposés au sionisme en tant que mouvement de colonisation. Et donc voilà, nous on avait fait ces critiques à B'Tselem. Pour eux, c'était difficile de prendre ces commentaires parce que ils jouent un autre rôle dans la société civile israélienne. Ça ne veut pas dire que leur rapport n'a pas eu un impact. Il a eu un impact très important de reconnaissance d'apartheid, mais ça veut dire que pour nous, l'analyse n'est pas suffisante. Et c'est pour ça que je suis très contente de ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, c'est que les réfugiés palestiniens font partie intégrale de l'analyse que nous avons adoptée, que vous aussi, dans la FPS, avez prise. Et je réponds rapidement aux deux autres, c'est ça la question un État, deux États, et la deuxième, c'est quel est le sort des droits nationaux d'autodétermination des Palestiniens. La réponse la plus convaincante que j'ai entendue récemment sur cette question, c'est d'une part que nous parlons depuis bien trop longtemps de solutions politiques sans qu'il n'existe rien sur le terrain. Et ça, déjà, c'est absurde de parler de solutions alors qu'il n'existe pas de solution aujourd'hui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'une part reconnaître la situation telle qu'elle est actuellement, reconnaître que cette situation est une situation d'apartheid. Et cela pourrait peut-être nous amener à parler de manière plus concrète à comment est-ce qu'on peut démanteler ce système et qu'est-ce que ça veut dire pour les solutions politiques. Mais
en reconnaissant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution politique à l'horizon. Aujourd'hui, il y a seulement l'oppression des Palestiniens qui continue à s'approfondir sur le terrain. On donne au moins reconnaissance de cette oppression et on commence à réfléchir de manière beaucoup plus concrète à comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation. Donc, je pense que j'ai répondu à ça. Et la dernière chose sur la question des droits nationaux des Palestiniens, non, pour nous, la campagne s'inscrit de manière très claire dans les droits nationaux d'autodétermination du peuple palestinien. Quelle forme cette autodétermination peut prendre, c'est une autre question et c'est une question qu'il faudra aborder avec la campagne et avec la reconnaissance continue de l'apartheid. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une reconnaissance de la réalité sur le terrain. Et avec cette reconnaissance, on pourra peut-être avancer. Bien, merci beaucoup, Rania. On va donner la parole aux deux personnes qui l'ont. Pierre, je crois que ça va être à toi, alors maintenant. Merci. On m'entend? Oui, oui, on t'entend, Pierre. Oui. Je voulais remercier Rania pour ses explications très, très claires et très précises. Mais ma remarque s'adressait concernant la campagne à Anne et Bertrand pour dire que depuis plusieurs années, le mouvement de solidarité que représente à travers la FPS, on a mené des campagnes dans différentes directions contre la colonisation, pour la défense de Jérusalem, contre l'annexion, le blocus de Gaza, etc. Il me semble que, peut-être vous me contredirez là-dessus, mais il me semble que cette nouvelle campagne a un caractère particulier dans la mesure où c'est un mot d'ordre un peu englobant par rapport aux autres mots d'ordre et qu'il faudra du temps pour qu'on arrive à convaincre la société civile de l'existence de l'apartheid et de la nécessité de se battre contre. Et au-delà, il faudra encore plus de temps pour obtenir la mobilisation de notre gouvernement et des pouvoirs publics. Et donc, actuellement, la presse s'est saisie de l'affaire. On en parle beaucoup, mais j'imagine que les informations nouvelles chassant les anciennes, peut-être que dans une semaine, on n'en parlera plus. Si bien que, sans doute que notre campagne ne doit pas être une campagne éphémère ou une campagne pour un mois, mais pour plusieurs mois, voire plusieurs années, et que chaque fois qu'on se battra pour des questions spécifiques, que ce soit la protection des Palestiniens de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés ou autre chose, il faudrait qu'on fasse référence toujours à cette notion d'apartheid et à la nécessité de démanteler le régime d'apartheid comme revendication globale plus générale. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est prévu ou pas. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre, parce qu'effectivement, c'est ce qui est prévu. Donc, nous avons prévu, donc bien évidemment, c'est une campagne au long cours. Hein. Là, nous avons une quinzaine d'actions du 1er au 15 mai, mais nous espérons qu'elle dure le moins longtemps possible, mais nous craignons qu'elle dure longtemps. Si on se rappelle de l'autre campagne contre l'apartheid, elle a duré très longtemps. Et ça tombe bien que ce soit toi qui poses cette question, et c'est en lien aussi avec ce qu'a dit Claude, la question de Claude tout à l'heure. Nous avons au sein de la FPS un certain nombre de groupes de travail qui travaillent sur des questions spécifiques, et entre autres, nous avons un groupe de travail réfugiés, mais nous avons aussi un groupe de travail Jérusalem, un groupe de travail Gaza, un groupe de travail prisonniers et atteintes aux droits humains. Et donc, bien évidemment, nos groupes de travail vont petit à petit alimenter le matériel et les outils militants que nous allons nous donner pour pouvoir concrètement convaincre à la fois la société civile et nos autorités. Donc voilà, je vais tout à fait dans le sens de ce que tu as dit. C'est tout à fait la décision qui a été prise, une campagne au long cours qui va se renforcer des apports militants au fur et à mesure. Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question, Pierre.
Il y a une question qui a été posée dans le chat sur Amnesty International. Donc, typiquement, ça répond à la question tout à l'heure sur l'apartheid et à ce que je disais, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, même si Amnesty n'est pas membre à part entière de la plateforme, hein, Amnesty est membre observateur de la plateforme, Amnesty a son agenda et pour savoir où en est Amnesty de son travail, eh bien, c'est à Amnesty qu'il faut poser la question. Donc, nous savons que Amnesty travaille sur ces questions. Mais bon, Amnesty a son propre agenda. Nous avons été vraiment très, très heureux de voir arriver le rapport de Human Rights Watch qui tombe vraiment bien pour nous. Mais voilà, Amnesty travaille aussi, d'autres grands ONG travaillent et tout ça va faire des petits ruisseaux qui font des grandes rivières ou alors les petits poissons plus ou moins gros qui vont finir par avoir raison du méchant poisson. Mais voilà, autrement, alors il y avait des questions. Oui, Rania, tu peux peut-être répondre à cette question-là sur est-ce qu'il y a un agenda ou un moment politique plus opportun, des fenêtres qui pourraient être ouvertes pour mener des actions plus spécifiques. Et puis il y a aussi une question sur la réaction quelle a été la réaction de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas sur à la publication du rapport de Human Rights Watch. Je commence avec la dernière parce que j'ai vu rapidement hier qu'il y avait une déclaration du président palestinien qui soutenait le rapport et donc qui soutenait les actions de Human Rights Watch, la reconnaissance d'apartheid. Et on sait aussi que dans les dernières années, le président Mahmoud Abbas a utilisé le mot apartheid dans plusieurs déclarations à lui. Ça ne veut pas dire nécessairement que la politique de l'autorité palestinienne s'aligne exactement à ce que nous faisons, mais ça veut dire au moins qu'il n'y a pas d'opposition à la campagne et ça c'est un signe encourageant. Et d'autre part, je disais tout à l'heure aussi que la mission palestinienne, donc les représentants de la Palestine à Genève aux Nations Unies, utilisent de plus en plus le terme apartheid dans leur déclaration au Conseil des droits de l'homme. Ça veut dire que, et après, bien sûr, après des discussions avec nous en tant que société civile palestinienne. Donc, ça veut dire qu'on a au moins le soutien public de l'apartheid de la part de l'autorité palestinienne, même si l'autorité palestinienne a ses propres problématiques auxquelles elle fait face, et même si l'autorité palestinienne ne représente pas tous les Palestiniens et ne s'étend pas à l'entièreté du territoire de la Palestine historique dont on parle. Mais au moins, c'est un signe qui est positif. Sur Amnesty, j'allais juste dire qu'Amnesty, juste de confirmer qu'Amnesty travaille sur cette question, que nous espérons voir un rapport d'Amnesty qui contribue à cette reconnaissance continue d'apartheid. Et ce qui est intéressant avec Amnesty, c'est que nous savons aussi qu'Amnesty a des sections nationales en France et dans d'autres pays du monde. Et ce que nous entendons, au moins de nos collègues à Amnesty, c'est que avec la publication de leur rapport, qu'on espère va arriver bientôt, il y aura aussi, la priorité sera mise sur la question d'apartheid dans plusieurs pays où Amnesty travaille. Et je pense bien que la France est un de ces pays. Donc ça, c'est très bien. Et on espère voir ça dans les mois à venir. C'est quelque chose qui nous encourage aussi dans notre travail. Dernièrement, sur les fenêtres politiques pour mener des actions plus spécifiques sur l'apartheid, j'ai déjà mentionné la Cour pénale internationale qui nous donne cette ouverture au moins au niveau de la poursuite de la justice internationale pour les Palestiniens. Mais en dehors de ces pays qui ne peut regarder qu'un territoire très limité parce qu'elle regarde seulement le territoire palestinien occupé, mais elle ne peut pas parler de politique qui s'étendent en dehors de ce territoire, y compris la colonisation des deux côtés de la ligne verte. En dehors de la CPI, c'est le rôle de la société civile de mener les actions spécifiques dont on parle. Et une des opportunités que nous avons, c'est l'Assemblée générale. Donc, la séance de l'Assemblée générale cette année, elle sera encore plus importante que celle de l'année dernière parce que
il y a beaucoup plus d'ONG qui contribuent à la reconnaissance d'apartheid. Human Rights Watch, bien sûr, a son impact important. Et ça veut dire qu'avec aussi la dernière reconnaissance de la Namibie, le premier pays qui reconnaît nos demandes, qui reconnaît et qui réaffirme nos demandes de la reconstitution du mécanisme de l'ONU sur l'apartheid, ça veut dire qu'on a vraiment l'opportunité de faire plus d'actions dans les mois à venir et sur plusieurs niveaux. Et je pense que ma recommandation serait juste de penser à tous les niveaux possibles, que ce soit l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme, la CPI ou d'autres opportunités que nous avons. D'autre part, au niveau national, ce qu'on aimerait voir aussi, c'est une mobilisation des parlementaires. Je sais que le contexte politique est peut-être difficile, mais on a vu par exemple un succès en Irlande en ce qui concerne le projet de loi contre les produits des colonies. Ce sont des actions qui devraient être reproduites dans d'autres pays. Et ce que nous, on essaye de dire, c'est que toutes les actions qui ont mené aujourd'hui à la reconnaissance d'apartheid devraient continuer dans ce cadre et dans la reconnaissance que l'apartheid est un régime institutionnalisé qui englobe toutes les violations dont tu parlais, Anne, aussi, par rapport au groupe de travail à l'intérieur de la FPS. Donc, en essayant de reformuler comment on voit la situation sur le terrain, on pourra aborder toutes ces procédures pour essayer de mener nos actions de manière systématique. Oui, pour compléter ce que dit Rania, effectivement, elle a parlé de la loi irlandaise pour l'interdiction des produits des colonies. Dans les recommandations que nous faisons dans nos documents et auprès du président de la République, il y a des choses que souvent on qualifie de sanctions, mais qui ne sont pas des sanctions, qui sont juste l'application du droit. Quand on dit interdiction des produits des colonies, ça n'est pas une sanction. Les produits des colonies ne devraient pas pénétrer dans nos pays, c'est contraire au droit. De même que, voilà, un certain nombre de nos revendications sont juste l'application du droit. Donc, on se demande comment il se fait qu'il faille déployer de telles mobilisations pour que juste le droit soit appliqué. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu l'habitude avec cette région du monde. Quelque chose que ça y est, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Donc, je regarde. Au niveau de l'agenda politique, je voulais compléter un peu parce qu'il y avait peut-être une question aussi de l'agenda politique français. Nous allons bientôt rentrer en période électorale et nous avons l'habitude, que ce soit la FPS ou la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, d'interpeller les candidats pour savoir quelle serait leur position, quelles sont leurs positions. Eh bien, nous pourrons interpeller les candidats pour leur demander s'ils ont l'intention de reconnaître le régime d'apartheid israélien. Ça va faire partie maintenant du corpus des questions que nous poserons aux candidats. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment ça le sens de la question qui a été posée sur l'agenda politique, mais voilà, donc je regarde si, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir posé à peu près l'ensemble des questions. Est-ce que nous avons des personnes qui ont levé la main? Je ne crois pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le chat, je ne vois pas toutes les questions. Mais si quelqu'un pense qu'on n'a peut-être pas répondu à cette question. Christine a regardé au fur et à mesure pour nous transmettre un petit peu le chat. Alors, moi, j'aurais une question pour toi. Tout à l'heure, Pierre disait que c'était une campagne un peu différente des autres. Effectivement, moi, je pense que c'est pas qu'elle soit différente, c'est une campagne inclusive et englobante. Et ce n'est pas parce que nous mettons un cadre qui est le cadre de l'apartheid que nous oublions les éléments constitutifs de ce cadre. Et je pense que ça, c'est important pour nos militants, que nous allons continuer à développer et à dénoncer la colonisation. Nous allons, pour ce qu'elle est, un crime de guerre, nous allons continuer à dénoncer l'occupation pour ce qu'elle est, une violation du droit international. Nous allons continuer toutes ces facettes sont des facettes du crime d'apartheid. Donc, moi, j'aurais une question pour toi, Rania. Comment, dans le cadre de la campagne, est-ce qu'on peut donner une place spécifique à la colonisation
à la fois en tant que continuité géographique et continuité historique, puisque c'est un pan très important de la politique d'apartheid, c'est qu'on met en avant une continuité historique et géographique. Est-ce qu'on peut faire ça pour la colonisation? Oui, oui, donc c'est une question excellente parce qu'avec l'apartheid, c'est peut-être le premier cadre que nous avons pour parler de manière plus générale de la colonisation et de parler de cette politique qui s'étend et qui avait débuté même avant la création de l'État d'Israël en 1948 et qui existe depuis la fin du 19e siècle. Donc, on reconnaît, c'est un projet colonial, c'est un projet de colonisation, de colonie de peuplement, comme on l'a vu dans d'autres contextes du monde, sauf que, et d'ailleurs, juste je rappelle que c'était la même chose en Afrique du Sud, parce qu'il y a ceux qui se posent la question en Palestine, par exemple, si le cadre d'apartheid élimine d'autres cadres juridiques qui s'appliquent, qu'on a utilisés jusque-là, comme le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme, le droit des réfugiés, etc. Donc, la réponse, elle est claire, c'est que tous ces cadres juridiques s'appliquent en même temps. On a eu cette reconnaissance par rapport aux lois qui s'appliquent en contexte d'occupation militaire, que l'occupation militaire n'élimine pas l'application de droits de l'homme, que ce soit en contexte de paix ou en contexte de conflit armé. Et avec l'apartheid, c'est la même chose, sauf qu'avec l'apartheid, on a quelque chose de plus global qui nous permet d'aborder toutes les violations dans le même cadre et dans le même contexte. Avec la colonisation, je pense que tu as raison, Anne, que c'est qu'avec cette campagne, avec cette reconnaissance d'apartheid, ce qu'on peut commencer à faire, c'est mettre fin à la fragmentation et aussi mettre fin à cet exceptionnalisme qui existe quand on regarde une partie du territoire, mais on ne regarde pas d'autres parties du territoire. Et on finit par trouver que c'est beaucoup plus simple quand on prend les choses de cette manière-là, parce qu'on comprend qu'il y a une politique générale qui conduit à la colonisation et à l'oppression des Palestiniens et à travers laquelle l'apartheid est exercé. Et même dans le cadre de l'Afrique du Sud, on se rappelle aussi que l'apartheid, c'était un outil de contrôle de population, un outil qui permettait à ce que la colonisation continue. Et dans le contexte palestinien, c'est la même chose. Donc, quand on parle d'apartheid, on parle d'apartheid et de colonialisme. Et dans ce cadre, il y a d'autres rapports qui sont importants à mentionner. Avant 2009, le rapport d'études dont on a parlé, il y avait un rapport du rapporteur spécial sur la Palestine, c'était le professeur John Dugard, qui est professeur sud-africain renommé, juriste sud-africain, qui avait dit dans son rapport de 2007 aux Nations Unies que des éléments de l'occupation israélienne constituaient l'apartheid, mais aussi le colonialisme. Et donc, on a déjà cette reconnaissance de 2007 que l'apartheid n'existe pas tout seul. L'apartheid, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'occupation et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de colonialisme. Ça veut dire que l'apartheid se rajoute à ces cadres qui existent déjà et dont on parle déjà et nous permet de mieux comprendre la relation entre les politiques menées. Et donc, je pense que tu as absolument raison qu'à travers l'apartheid, on peut commencer à parler de colonisation non seulement à l'intérieur du territoire occupé, mais aussi à l'intérieur de la ligne verte qui vise les Palestiniens de la même manière. Et ça nous permet cette continuité historique et géographique des politiques israéliennes. Merci, Rania. Oui, alors ouais. il y a Bernard Deschamps qui souhaite intervenir et puis il y a une dernière demande de prise de parole et puis après on finit. Je crois qu'il faudra qu'on conclue parce qu'on vient de passer 2 heures ensemble et je pense que c'est bien. Donc Bernard et puis après Alain. Non, on ne vous entend pas. Pour l'instant, on n'entend pas Bernard, non. Mais ça va venir. Ah. Non, c'était autorisé pour un moment, mais on n'entend pas. Voilà. Ça y est, vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Excusez-moi d'avoir levé la main, mais mes yeux ne me permettent pas de voir les inscriptions en bas et je n'ai pas pu faire la manipulation nécessaire. Voilà. Donc, alors, d'abord, je voudrais remercier Rania. Depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, j'avoue que j'avais un peu oublié ce qu'était la législation internationale dans ce domaine. Donc, c'est un rappel utile que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi particulièrement apprécié l'argumentation riche, très fine, autour de la notion de groupe ratio. Voilà. C'est important pour justifier précisément notre campagne à propos de l'apartheid. Alors, ma question, c'est à la fois une question et une opinion. Je suis personnellement dans l'état d'esprit actuellement, je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, je pense qu'il faut continuer à articuler la campagne contre l'apartheid et la campagne pour les deux États. Je m'explique. On ne va pas demander la suppression de l'État d'Israël, c'est maintenant une réalité historique. Et donc, accepter de nous-mêmes qu'il n'y ait pas de nation palestinienne, je ne peux pas accepter. Enfin, on n'est pas encore, me semble-t-il, au bout de la lutte. On ne peut pas l'accepter de nous-mêmes. Voilà. Ceci étant, il faut se préparer à toutes les éventualités. Et je pense que de ce point de vue, il est bien que l'on engage dès maintenant cette campagne contre l'apartheid. À mon avis, les deux orientations ne se contradisent pas, mais se complètent. Voilà, je suis là dans ma réflexion et j'aimerais connaître votre opinion, Ania, sur cette question. Donc, juste pour dire qu'en fait, Alain ne voulait pas demander la parole, mais juste voulait signaler que Bernard souhaitait demander la parole. Donc, Rania, tu peux répondre et puis après, nous conclurons. Ok, je vais donner mon opinion, mais je commence avec la campagne juste parce que c'est dans ce cadre qu'on parlait aujourd'hui. La campagne, en tant que le travail d'Al-Haq, d'autres ONG palestiniennes régionales comme l'Institut Lucar, ne se focalise pas sur les solutions politiques. Donc, je le dis clairement juste pour que ce soit compris. En général, la campagne comprend bien que plusieurs solutions politiques sont possibles, même avec la reconnaissance de l'apartheid. Donc, ça existe. Mais en tant que mon opinion personnelle et ce que je dois dire, c'est que le soutien pour la solution à deux États continue à diminuer. Le travail sur l'apartheid ne veut pas nécessairement dire une solution à un État, ça on est d'accord. Mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les Palestiniens et surtout la jeunesse palestinienne aujourd'hui s'éloignent de plus en plus de la solution à deux États. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut aussi travailler. Donc, le soutien pour un État est un soutien qui continue à augmenter ces jours-ci. Ça ne veut pas dire que l'apartheid nécessairement, ça veut dire un État, ça veut juste dire que c'est une orientation qu'on continue à avoir parmi les Palestiniens. Et c'est sûrement aussi l'effet de 25 ans d'Oslo qui n'ont pas contribué à quoi que ce soit autre qu'une augmentation de la colonisation. Et donc, si vous demandez mon opinion personnelle, c'est que les Palestiniens s'éloignent de plus en plus de cette conception à deux États, s'éloignent de cette conception d'Oslo que la plupart des Palestiniens rejettent, même si je ne peux que parler de ma propre opinion. Et finalement, personnellement, pour moi, ce qui est important, c'est de faire face à la fragmentation. Et j'ai un peu du mal à voir comment la solution à deux États peut vraiment alléger cette question de fragmentation des Palestiniens et comment est-ce qu'elle peut unifier le peuple palestinien dans son combat. Mais ce que je dis au final, et ça se lie aussi à notre campagne finalement, c'est que quand il s'agit de solutions politiques, ces solutions ne peuvent que être déterminées par le peuple palestinien. Il doit pouvoir exprimer sa position sur ces questions. Sauf que nous savons très bien que là maintenant, les élections palestiniennes ont été annulées. On sait très bien que les Palestiniens, depuis des années, ne peuvent pas élire leurs représentants, n'ont pas
peuvent pas donner leur opinion sur une politique qui contrôle tout aspect de leur vie. Et donc, finalement, avec la reconnaissance d'apartheid, on a aussi une reconnaissance que le peuple palestinien doit pouvoir décider de son propre destin. Et jusque-là, c'était quelque chose que nous n'avons jamais vu. Personnellement, moi, j'ai la citoyenneté israélienne, mais je ne vote pas dans le Parlement israélien. Je boycotte les élections israéliennes parce que je ne reconnais pas cet État comme le mien. Et je suis toujours palestinienne. Donc, il faut commencer à essayer d'entendre ces voix palestiniennes qui disent que cette situation ne peut pas continuer, qu'il faut avoir une solution qui puisse aborder la fragmentation, qui puisse regarder tous les Palestiniens, que ce soit un État ou deux États au final. Ce qu'il faut faire, c'est au moins reconnaître l'apartheid et contribuer à une solution qui puisse réunir le peuple palestinien dans son combat continu. J'ajouterais, et vous permettre d'exercer vos droits à l'autodétermination de la manière dont vous l'aurez choisi, vous. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Rania. Alors, il y a juste une toute petite dernière question sur les actions envers l'unité africaine pour reconnaître l'apartheid. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette question? Et après, vraiment, nous conclurons. OK. Donc, il n'y a pas d'actions concrètes encore, mais qui doivent être développées. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travail avec l'Afrique du Sud et la Namibie au niveau des Nations Unies, et c'est parce que ces deux États ont reconnu depuis bien longtemps que l'apartheid est commis en Palestine. Et j'entends de nouvelles de l'Afrique du Sud qui disent que l'Afrique du Sud allait commencer le processus de ratification de la Convention contre l'apartheid. Donc, c'est quelque chose qui résonne beaucoup parce que l'Afrique du Sud, comme on le sait, avait refusé pendant des décennies de ratifier cette convention à cause du régime d'apartheid qu'ils avaient mis en place. Et après la fin de ce régime, ce que nous comprenons, c'est que l'Afrique du Sud ne voyait pas l'intérêt peut-être de ratifier une convention après qu'ils avaient mis fin à l'apartheid dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, ils continuent à reconnaître que l'apartheid est pratiqué ailleurs, et donc une ratification par l'Afrique du Sud de cette convention et d'autres pays en Afrique et dans d'autres régions du monde pourrait contribuer à cette reconnaissance continue que l'apartheid est toujours pratiqué et qu'il s'applique dans le contexte palestinien. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des pays africains. Et on a déjà le soutien de 2 pays africains aux Nations Unies dans ce contexte. Et je pense qu'avec le soutien de l'Afrique du Sud et la Namibie, ça ne peut que continuer avec d'autres pays amis et alliés. Bon, merci beaucoup infiniment, Rania, d'avoir répondu absolument à toutes les questions qu'on t'a posées. Donc, je vais conclure maintenant rapidement pour dire que maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à sortir nos banderoles, convaincre la société civile française, interpeller nos politiques. Et donc, il y a eu une question pour savoir est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour la jeunesse. Donc, nous allons donc lancer cette campagne à partir du 1er mai, et nous avons prévu d'ouvrir, alors je sais, c'est peut-être plus pour la jeunesse, mais quand même, nous avons prévu d'ouvrir une page spécifique, une page Facebook spécifique pour notre campagne reconnaissance de l'apartheid. Donc, tout ça, tous ces outils vont être mis en place et mis pour vendredi soir pour que la campagne puisse commencer samedi matin. Donc, les adhérents de la FPS recevront vendredi dans l'après-midi un message pour les appeler à action, comme nous faisons habituellement. Appeler à action pour écrire au président de la République, appeler à action pour rejoindre les différentes actions. Et puis les groupes locaux de la FPS vont organiser, comme nous le faisons toujours, hein, la FPS c'est une association de groupes locaux qui organise leurs actions de terrain, et cette campagne démarre, mais elle va prendre de l'ampleur, et nous espérons qu'elle va effectivement s'enrichir au fur et à mesure, et qu'elle sera victorieuse pour permettre
à nos amis palestiniens et à nos amies palestiniennes de pouvoir exercer leurs droits nationaux et leur droit à l'autodétermination comme ils l'entendent. Voilà, Rania, merci beaucoup. Nous aurions aimé avoir Nada avec nous, mais nous l'aurons une autre fois sans aucun doute. Et puis, bonne campagne à toutes et tous. Et, si, j'allais, quelque chose d'extrêmement important pour cette campagne, nous allons mener une quinzaine d'actions et à l'issue de cette quinzaine d'actions, nous allons faire on ne sait pas encore exactement quoi, mais une forme d'événement. Donc, tous ceux qui vont être en campagne là pendant les 15 jours, nous allons vous demander de faire des photos avec nos banderoles, avec nos visuels, avec nos affiches que nous allons vous fournir pour pouvoir faire une jolie petite mosaïque qui pourra illustrer notre engagement à toutes et tous dans cette campagne. Donc, pensez quand vous allez quelque part, pensez à votre appareil photo ou à votre smartphone ou à ce que vous voulez pour faire de belles images que nous pourrons transmettre pour montrer la vivacité et le côté pluriel de notre campagne. Voilà, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Franchement, nous avons perdu très peu de monde en haut. Donc là, les gens commencent à partir, mais pendant la presque totalité de la conférence, nous avons été pas loin de 200. Donc, je pense que c'est une belle réussite. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour avoir organisé cette conférence.